Ok, on se retrouve pour la partie 2, comment faire son cheat. Alors aujourd'hui on va faire un glow, donc on va apprendre à naviguer dans l'entity list. Ça va être la partie la plus importante du tuto. Je vais devoir vous expliquer comment tout ça s'est branlé, parce que Valve ils ont fait un sacré boulot. Enfin, en vrai non, c'est une informatique de base, mais ça va être complexe, ça va être un petit peu dur à suivre je pense pour certains qui ont du mal à comprendre. Faut que vous soyez familiarisé avec le délire de pointeur, vraiment comment est structurée la mémoire. Donc retournez voir ma vidéo sur le BIOP pour vous avoir les explications. Demandez des explications complémentaires à de l'intelligence artificielle. Voilà, ça va être un poil plus compliqué que simplement lire un pointeur ou ce genre de truc. Euh, voilà. Donc c'est parti. Alors, j'ai juste ici du coup la base qui est prête, parce que j'avais la flemme de tout recoder devant vous, du coup j'ai juste codé en off la base, j'ai les offsets. Je vous laisse recopier ces offsets là. Alors, on va aller tout de suite les mettre à jour ensemble. Donc on va aller dans offset.hpp, on va choper le local player offset. L'entity list pareil, donc ça va être le principal centre d'intérêt. Cela il y a peu de chances qu'il soit update, mais on va aller quand même checker. Donc dans client.dll, Glow D8, ouais c'est bon. Ça c'est bon. 4C c'est bon. Le handle du player c'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. Ok, donc comme j'avais dit, ceux-là ils sont pas update, donc on va avoir uniquement ces deux-là. Pourquoi? Parce que ça c'est des offsets dans des classes. Alors que ça c'est des offsets globaux par rapport à client.dll, donc ceux-là ils sont plus susceptibles de bouger que ceux-là. S'ils modifient pas les classes, ceux-là ils ne bougera pas. Je vais pas expliquer ici les DR de programmation orientée objet, j'ai juste expliqué pourquoi nos offsets ici sont beaucoup plus gros que ceux-là, et pourquoi on va utiliser client.dll pour aller lire le pointeur alors que ceux-là on va utiliser autre chose. Donc en gros, hop, ça c'est la région mémoire de CS de client.dll. Donc ici on a le début, ça c'est client.dll, c'est l'adresse de base qu'on a. Donc si on fait juste ici get module handle client, donc l'adresse qui est stockée dans le client c'est celle-là, c'est l'adresse 0. Ici c'est notre pointeur vers notre local player, ici c'est notre classe local player. Le début de notre classe, ça c'est le pointeur. Donc ici l'espace, donc 0 plus tant de nombre, le x là qui est ici, qui représente l'offset, ça va être ça, ce nombre là. En gros c'est juste l'espace entre la base et le pointeur. Donc ici on a un pointeur vers notre local player point. Ce pointeur là, juste ce qu'il a stocké en mémoire à cet endroit là ici, en fait c'est l'adresse mémoire du début de la classe. Le début de la classe peut changer en fonction de si tu meurs, si tu relances le jeu, si voilà. Donc ce début de la classe il peut être dynamique, mais le pointeur il bouge jamais. Donc on sait qu'on fait client, le début de la base plus notre offset, qu'on lit l'adresse qui est à cet endroit là, on tombera toujours sur le début parce que la variable stocke le début, même si le début change. Le début de notre classe joueur, ok. Maintenant, pourquoi lui il change, il est petit, pourquoi lui il change rarement? Parce que lui en fait c'est par rapport au début de notre classe. Par rapport au début de notre classe, on va avoir le mglow, et le mglow il sera ici, sauf que l'écart ne bouge, l'écart même si la classe passe ici, bah, l'écart il bougera pas, ok. Donc c'est à dire qu'ici on a l'adresse, du coup l'adresse elle nous dit d'aller là, et après quand on se met là, mglow si on décale, hop on arrive à l'adresse de mglow. Si vous m'avez pas suivi, c'est parce que je fais une merde en explication. Si vous m'avez suivi, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Voilà. Donc en gros, lui il pointe juste vers le début de cette classe là, et après on ne sert plus du début de client.dll parce que notre classe peut changer, mais par contre, par rapport au début de la classe, mglow il a toujours la même, le même décalage. Ça peut changer en fonction des mises à jour, mais ça change pas en fonction du démarrage du jeu. Ok, alors que la position de la classe peut changer. Alors que la position de ce pointeur là ne change pas. Voilà, c'est juste pour purement être si mon joueur il meurt, la classe va bouger. Si voilà, c'est juste pour pas que ce soit utilisable qu'une fois, tu vois. Et que ce soit un minimum stable dans le temps, c'est pour ça qu'on structure ça comme ça. Donc on va avoir besoin de tout ça. Alors je vais devoir expliquer comment ça marche l'entity list. Là va falloir s'accrocher un petit peu. En gros, je vais schématiser. C'est pas les termes exacts que je vais utiliser parce que faut que je simplifie pour qu'un peu tout le monde comprenne. L'entity list, faut voir ça comme un gros livre. Okay, c'est un livre qui contient absolument tous les objets qui sont présents
dans le moteur. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut accéder aux joueurs qui sont dans notre monde. Donc les joueurs sont forcément dans l'entity list. On veut quoi pour ces joueurs-là? On veut accéder à leur team, pour savoir s'ils sont dans notre team ou pas, pour appliquer le glow que si ils sont dans la team d'en face. On veut leur vie, parce qu'on veut que le glow autour d'eux change en fonction de leur vie. Donc on veut que la couleur, elle soit verte quand ils ont beaucoup de vie et rouge quand ils n'ont pas beaucoup de vie. Donc on fera une petite interpolation jolie. Et on veut accéder à leurs paramètres de glow, pour changer le paramètre de glow, etc. Alors, le problème d'un... Donc, dans Source, dans beaucoup de moteurs, mais là on va se concentrer sur Source, faut différencier un joueur. Faut différencier un pawn d'un contrôleur. Un joueur, c'est deux choses. C'est un pawn, c'est-à-dire le joueur physique, le personnage physique, son terroriste, son antiterroriste, il peut tenir une AK-47, etc. Donc ça, c'est son pawn. Et son contrôleur. Son contrôleur, c'est l'esprit. C'est un peu ce qui fait l'interface entre le clavier et le personnage, si vous voulez. Je schématise énormément, hein, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, en gros, le délire, c'est tu vas avoir donc le... Je vais baisser un peu la musique dans mon cas. Donc, tu vas avoir le personnage, on veut lui appliquer un glow autour, et on va avoir le contrôleur qui, lui, contient le nom, par exemple, et un handle, j'expliquerai ce que c'est, vers le pawn. Le problème du pawn, c'est qu'il bouge dans l'entity list, il n'est pas toujours au même endroit. Alors que le contrôleur, on sait qu'ils sont toujours dans les 64 premières pages de ce livre, qui est l'entity list. Okay, donc dans les 64 premières pages de ce livre qui est l'entity list, on a toujours donc nos contrôleurs. Alors je viens de dire une connerie, je viens de relire mes notes, c'est ce qui me semblait. C'est pas les 64 premières pages de l'entity list, c'est les 64 premières lignes de toute la première page. On est sûr que c'est tous des contrôleurs. Voilà, c'est réservé aux contrôleurs. Donc toute première page, les 64 premières lignes de la première page, c'est des contrôleurs. Maintenant, notre pawn, lui, le pawn du mec d'en face, là, qu'on veut mettre le glow autour, il peut être la page 30, il peut être la page 49, il peut être la page 383, enfin, littéralement la page que tu veux, et tu n'es même pas sûr de la ligne qu'il est dans... Voilà, donc ça peut changer, alors qu'on sait que les contrôleurs, c'est juste les 64 premières lignes de cette page. Donc si on prend tous les contrôleurs, et bah, déjà... On peut s'en rapprocher. Maintenant, j'ai dit que les contrôleurs contenaient un handle. Merde. J'ai dit que les contrôleurs contenaient un handle. Cet handle, c'est quoi? C'est la position, on va simplifier, c'est la position dans l'entity list du pawn auquel il est relié. Donc c'est magnifique, ça veut dire qu'on peut, on peut itérer les 64 premières lignes de la toute première page, et pour chaque ligne, on peut juste aller récupérer le pawn qui est associé. Génial. Donc maintenant, cet handle, vous allez voir qu'on va devoir en faire des manipulations quand même, parce il nous indique à la fois la page et la ligne. Donc il va falloir qu'on le bricole un peu. Mais vous avez l'idée, et on va pouvoir commencer à récupérer nos contrôleurs. C'est parti. Donc on va commencer du coup par, pour le glow, donc on va avoir besoin d'un seul truc qui vient de notre joueur local. Ça va être notre team, l'index de notre team. Ok. Donc ça, notre joueur local, on n'a pas besoin de passer par l'entity list pour y accéder, parce qu'on a un offset directement qui nous permet d'accéder à notre local player pawn. Et on a un offset mi teamnum qui est donc dans un pawn, et qui nous permet du coup depuis ce pawn d'accéder à notre numéro de team. Donc c'est parti, on va aller juste lire notre joueur local dans notre petite while, lire notre joueur local et lire notre numéro de team pour le retenir. Ok, donc ici du coup on lit le local player pawn. On lit le local player pawn et on va depuis le local player pawn du coup lire notre team. Jusque là on est bon. Maintenant on va pouvoir commencer à naviguer dans l'entity list, donc pour récupérer le contrôleur de tous les joueurs, et après on va essayer de récupérer le pawn de tous les contrôleurs qu'on récupère. Donc on a dit qu'on allait boucler sur les 64 premières lignes, donc c'est pour ça 64, parce que le jeu a 64 connexions. Le maximum de connexions dans le serveur c'est 64. Et t'as du coup les 64 premiers lignes de la page, de la première page de l'entity list, c'est de player controller. Donc maintenant on va avoir besoin de lire aussi l'entity list, donc d'avoir l'adresse de l'entity list, vu que là on n'a qu'un pointeur vers l'entity list, du coup voilà, comme ça on a l'adresse de l'entity list, parce que DW entity list c'est juste un pointeur vers cette entity list.
Une fois qu'on a l'adresse de l'entity list, du coup, on va pouvoir branler nos trucs. Donc, on va faire notre première entrée. Hop, maintenant qu'on lit la page, du coup, entrée 1, donc c'est la page. Ici, du coup, ça nous sert à cibler uniquement la première page. Ouais, je vais résumer ça comme ça. Juste le 16, si c'est qu'on skip, du coup, les 16 premiers octets, parce qu'on va dire que c'est le sommaire du livre, allez, on va dire ça comme ça. Et ici, du coup, ça nous sert à cibler uniquement le premier bloc de mémoire. Ça, je ne saurais pas comment l'expliquer simplement. Bref, je vais vous expliquer ça simplement juste après, parce que de toute façon, on va avoir besoin de gérer ça pour le handle. Et donc, je vous réexpliquerai pour le handle tout ce qui est cette histoire de bitmasking, etc. Tout ce que vous devez savoir, c'est que du coup, une fois qu'on a lu la page, on peut lire la ligne. Voilà. Donc, on peut lire la ligne, et ça nous sert du coup à avoir le contrôleur qu'on veut. En partant de ce contrôleur, du coup, on peut aller récupérer donc hop, le team num. Donc le... Ah mais non, on peut pas récupérer. Donc depuis ça, du coup, on peut récupérer donc le pawn handle. Donc le handle, c'est un uint32 pareil. Et ça va être du coup contrôleur plus handle player pawn. Voilà. Donc on va récupérer le handle vers le pawn du contrôleur qu'on lit. Donc sachant qu'on lit tous les contrôleurs, il y a forcément le nôtre dedans, mais il y a forcément aussi ceux de d'autres joueurs. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, et bah on va devoir à partir de ce handle du coup qui est on va dire l'index dans l'entity list du pawn, sachant que le pawn peut changer d'index. Lui, il donnera toujours le bon index. Donc on va choper le contrôleur, donc on sait où est le contrôleur, on sait pas où est le pawn, mais lui c'est ce qui va faire le pont entre le contrôleur et le pawn. Du coup on va devoir relire la page pour cet handle là. Donc on va devoir d'abord extraire toutes ces histoires d'index et de subindex. Donc je vais vous expliquer dans une seconde ce que c'est. Donc on va extraire du coup la ligne et la page sur laquelle va être le pawn. Et après on va pouvoir aller lire le pawn. Donc c'est parti. Donc voilà le code du coup pour extraire l'index et le subindex du handle. Donc ce qu'on va vouloir faire ici c'est du coup extraire donc la page sur laquelle est notre pawn. Il faut toujours voir l'entity list comme une page, hein. Enfin comme un livre. Du coup on va vouloir extraire la page et la ligne. Donc l'index et le subindex. Donc ce uint32 du coup est sur 32 octets. Donc on va vouloir du coup pour l'index, pour le subindex du coup lire les 9 premiers octets. Et donc du coup ça nous donnera notre subindex. C'est pas les octets, c'est les bits, parce que c'est sur 32 bits, c'est pas sur 32 octets. Donc c'est sur 32 bits, on va lire les 9 premiers bits, et donc ça nous donnera notre 9 premiers bits, oui, et ça nous donnera notre subindex. Et après on décale de 9, et on vient lire les 6 qui sont juste après. Donc les 6 octets, après les 9 octets qu'on vient de lire, les 6 octets, et donc du coup on a notre index. Donc ce serait plutôt comme ça. Voilà. Donc on lit d'abord les 9 premiers, et après on décale de 9, et on lit les 6 premiers. Donc du coup ça nous donne notre subindex et notre index. Donc l'index c'est la page, le subindex c'est la ligne sur la page. Voilà. Maintenant qu'on a cette info là, du coup on peut reparcourir l'entity list une deuxième fois pour aller chercher l'information qu'il nous faut. Donc on va reparcourir l'entity list une deuxième fois, donc on va utiliser encore entry 1, hop, 2. Donc là c'est ce code là du coup, vous savez que c'est donc pour notre index. Du coup on n'en a pas trop besoin, du coup on peut faire ça. Du coup on peut faire ça, hop, voilà. Donc 8 fois l'index plus 16, 16 parce qu'on skip. L'index c'est ça, donc c'est ce qu'on calculait là en fait, hein, l'index. On avait un décalage de 9, et après on faisait notre plus 16. Je viens juste de repérer que du coup il fallait qu'on lise notre subindex aussi, donc là ça va être le pawn. Et donc on va lire du coup notre subindex ici à la place de notre petit, comme ça. Voilà. Donc comme ça vous avez l'explication du contrôleur, mais je voulais en venir au pawn parce que je voulais expliquer ces manipulations là
plutôt que ça vienne d'un int i comme ça. Je voulais l'expliquer sur le handle qu'on récupérait. Mais vous avez l'explication du coup de ces manipulations. Là, c'est du bit shift. C'est isolé du coup l'index et le sub-index. Donc voilà, maintenant on a notre référence au pawn. Donc maintenant qu'on a le pawn, et ben on peut lire tout simplement ce qu'il nous faut. Donc on va voir la team. Donc ça va être pawn plus team num. Donc enemy team. On ne sait pas si c'est un ennemi ou pas, donc on va écrire pawn team. Et maintenant on va faire une comparaison entre la local team est différente de la pawn team. Et si c'est le cas, du coup on va pouvoir appliquer le glow. Donc voilà, on a navigué dans l'entity list pour trouver nos ennemis. Donc si ce pawn rentre dans cette condition là, on sait que c'est un ennemi en face et qu'on doit faire des trucs sur lui. Voilà. Donc maintenant on a navigué dans l'entity list, donc vous avez tout compris qu'est-ce qu'on doit faire. Et ben maintenant on peut activer le glow. Le glow, comment on se branle ça? En gros, on a accès à donc au glow manager, on va dire, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais à ce qui gère le glow, à du coup une struct. Donc on a accès au glow property. Voilà, on a accès au glow property juste ici dans le pawn. Du coup, c'est base model entity. Du coup, le pawn c'est une entity, donc on a accès à la propriété glow. Et donc dans cette propriété glow, vous voyez que c'est pas un pointeur, donc on n'a pas besoin de le lire. Donc on n'a pas, c'est pas un pointeur, donc on peut faire juste même. Donc voilà, ici on peut écrire donc le pawn plus la propriété glow à l'offset glowing. Du coup on écrit true. Pourquoi? Parce que ici le glow property c'est juste pas un pointeur, du coup on n'a pas besoin de le lire, on peut directement accéder dans la propriété à la variable qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est tout pour le glow. Alors maintenant ça va pas être tout parce que ici on a activé le glow, mais le glow il brille pas parce qu'il de base par défaut il est d'aucune couleur, donc on va avoir besoin d'écrire une couleur. Donc et ensuite on veut écrire une couleur et bah spéciale en fonction de la vie de la personne, du mec d'en face. Donc pawn team, on va écrire pawn health et mi health. Voilà, donc on récupère la vie du pawn. On va récupérer ça, ça nous fera une lecture en moins. Donc on récupère la vie. Je viens de repérer une erreur, juste 5 secondes. La team, c'est un uint8. Voilà, c'est pas un uint32. Je me suis... La vie par contre c'est un bien un uint32, donc on a besoin de lire un uint32, mais on va devoir caster sur un float. Et en plus, il nous faut un pourcentage. Donc on le divise par 100. Pourquoi on a besoin d'un pourcentage? C'est très simple, parce que on veut du coup faire une interpolation entre le vert et le rouge en fonction du pourcentage. Donc c'est pour ça on a besoin d'un truc de 0 à 1. Ensuite on va venir juste clamper les deux valeurs, clamper notre valeur entre 0 et 1 pour pas que ça dépasse. Voilà. Donc on va commencer. Donc maintenant qu'on récupère la vie encapsulée, on va commencer du coup par calculer la dose de RGB qu'on a besoin. On n'a pas besoin de bleu vu qu'on veut aller de vert à rouge, du coup on peut calculer déjà le bleu. Du coup comme je disais on n'a pas besoin de bleu, on a besoin d'un alpha aussi à 255 et ensuite on va avoir besoin du coup d'une valeur de rouge et de vert bien spécifique. Donc je vais refaire comme ça donc le R. Et le R, on va avoir besoin du coup d'une valeur de rouge que si on a une vie qui est à 0, et bah ça apparaisse tout rouge. Et si on a une vie qui est très claire, qui est à 100%, pardon, ça apparaisse vert. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu que ça va de 0 à 255, on peut faire le health% fois moins 1 fois 255. Hop, on va juste faire comme ça. Fois 1.0 moins 255. Comme ça, si le health% il est à 1, 1 moins. Donc si la vie est 100%, ça fait 1 moins 1 égale 0. Donc ça fait 0. Si la vie est à 0, ça fait 0 moins 1. Ça fait moins 1 fois 255, ça fait moins 255. Ça marche pas.
Sinon on peut inverser. 1 moins Earth%, comme ça si fait 1 moins 1, quand c'est au max, donc ça fait 0 et 1 moins 0. Ouais. Donc c'est bon, on a notre valeur de R. Maintenant on peut faire notre valeur de G. Ça va être la même chose mais en inversé, donc ça va juste faire Earth% fois 255 RGB. Voilà. Donc on a nos valeurs de RGB, on sait, on a nos quantités et maintenant il faut qu'on fasse une variable. Donc là je vais vous sortir un petit code magique. Hop, ici, juste pour du coup savoir quoi écrire. Donc on va écrire la glow color juste ici. Alors voilà, on a besoin d'un, pas d'une 64 mais d'un une 32. En gros on va prendre l'alpha, on va le mettre tout à la fin. Après on va prendre la valeur de B, on va le mettre juste avant. La valeur de G on va le mettre juste avant. Et la valeur de R on va la mettre tout en premier. Et du coup ça nous fait une grosse variable très très longue. Un gros une 32 très très long. Et qui nous permet du coup de faire glisser toutes nos valeurs comme ça dans une variable. Et donc voilà, on a une grosse variable, une 32 qu'on peut écrire. Et on aura la couleur du glow en fonction de la vie. Donc voilà, c'était le glow en fonction de la vie. On va voir si ça marche tout de suite. Ah, évidemment, j'ai chié quelque part. Alors, c'est parce que je suis pas en release, j'imagine. Donc, vu qu'apparemment je suis nul en programmation, j'ai oublié le i égale 0 et le inférieur ou égal 64. Et d'ailleurs non, on peut pas faire ça parce que si on met i égale 0, ça va planter ici, donc il faut mettre i égale 1. On va vérifier tout de suite si ça a marché, donc on va lancer CS. Donc toujours, vu que je l'ai pas fait, on lance le jeu en insecure. Hop, voilà. Notre glow ne marche pas. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est la map? On peut voir que le glow ne marche pas. Bon, faut s'y attendre, hein, comme d'habitude en programmation. Ça marche pas toujours du premier coup. Donc, on va aller voir tout de suite pourquoi ça ne marche pas. C'est parti. Bon, alors, je viens de checker. J'avais plusieurs problèmes dans le code, mais j'ai vérifié avec de l'IA. Et mon code est exact. Donc, je vous le mettrai dans la description. Par contre, mon problème, c'est qu'il s'arrête ici. Car local player pawn, cet offset là est périmé. Or, sur A2X, on peut regarder, local player pawn, c'est le même offset. Je viens de regarder les mises à jour sur SteamDB, 22 mai. Et voilà. Donc l'offset n'est plus bon, car il date d'une ancienne mise à jour. Donc il faudrait le retrouver. Un peu la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de foutre le jeu dans l'IDA tout de suite. Pour m'assurer que le glow marche, sachant que j'en suis déjà sûr. Donc voilà comment fonctionne le glow. Je vais vous dire les deux petites erreurs que j'avais faites. Donc j'avais mis une 32 ici alors que c'est une 64. Je n'avais pas spécifié les types de write ici alors que dans memory.h on a des templates. Donc il fallait spécifier ces types là. J'ai mis une 64 au lieu d'une 32 parce que apparemment il faut le faire. Je savais pas que les couleurs étaient encodées en 64. Je me suis dit 4 x 8 32 donc sinon ça c'est bon. Ici j'avais mis entry 2 au lieu de entry 1. Pourquoi et bah parce que j'ai fait un... Non, j'avais mis entry 1 au lieu de entry 2. Pourquoi? Parce que j'ai fait un copier-coller. Vous l'avez peut-être notice. J'avais copié... aussi j'ai changé les noms parce que j'ai pris une ancienne base que j'avais en fait. Parce qu'à un moment le bug ne venait pas. Donc j'ai juste pris une ancienne source à moi qui avait le glow. J'ai regardé. Et le glow n'était pas bon non plus dessus. Donc, voilà. Je vais peut-être vous montrer quand même. Vous voyez, voilà, entendu local player pawn. Local player pawn est à 0 dans le print. Sachant que ici je fais juste la lecture d'un offset, de cet offset. Donc lecture du pointeur à cet offset et que c'est le même que A2X. Donc c'est juste que les offsets sont outdated. Voilà. Maintenant, bah, le reste est bon.
Donc vous pouvez recopier cette logique là, regardez les bugs que j'ai réglés au fur et à mesure. Le entry 1, enfin le entry 1 corrigé en entry 2. Et le in64, le reste est bon. Et voilà. Bon, vu que ça me faisait chier de finir la vidéo sur un truc qui marche pas, et que CS de Dumper est bah, public, donc du coup j'ai décidé de dump le jeu moi-même, de mettre à jour les offsets, et boum, ça marche. Donc c'est la même base de code que dans le tuto, juste les offsets ont changé, voilà, c'est les seuls deux trucs qui ont changé, vous voyez que c'est pas les mêmes offsets. Et bah ouais, donc on a un joli glow sympa, et du coup si je lui tire dessus, ça devient jaune, et bon, ouais, bah, évidemment, on n'a pas une arme qui fait pas de dégâts là, pour tester, là. Là ça devient orange, ça devient rouge, il a plus de vie là, là il a plus de vie là. Hop, et là il est mort. Et donc voilà. Ah oui, j'ai pas fait. Alors, je vous ai pas montré dans le truc que j'avais fait, c'était le check de la vie. C'était ici là, j'ai modifié le if sur ma source à moi que j'ai pas montré dans le tuto. J'ai juste rajouté les logs. J'ai rajouté ce log là en plus, juste pour pas que ça dessine le glow autour de les trucs morts. Genre lui. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc vous avez cette source là dans la description. J'ai juste enlevé les prints de genre celui-là là. Et celui-là. Pour pas que ça spamme la console. Parce que. En gros, le moteur réinitialise le glow. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque tick de la boucle, on réactive, mais du coup, ça flicker. Et plus notre boucle va vite, plus c'est constant. Donc, voilà, là, on a un glow qui est presque constant. Donc au moins, ça marche pas trop mal. Ça flicker un peu, mais... Donc après, il suffit de séparer ça dans un thread. Et on est heureux. Ah, il a plus de vie, là. Bon, voilà. Et je vais en profiter pour faire la minière de la vidéo. Hop. Magnifique. Bon, allez, on se capte.